Bonjour. Vous voyez l'image d'une course de relais. Cette coordination parfaite, ce passage de témoins, là, crucial pour la victoire, c'est un peu la métaphore qu'utilise la monnaie autrichienne, la Münze Österreich. Ah oui, c'est dans leur rapport annuel 2022, pour décrire leur fonctionnement. Exactement. Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment cette institution, mondialement connue, fonctionne vraiment de l'intérieur. Tout à fait. On va s'appuyer sur ce rapport 2022, et puis on regardera aussi d'un peu plus près leurs produits stars, on peut dire, la fameuse pièce philharmonique de Vienne. L'idée, c'est de comprendre cette alchimie assez spéciale, non? Entre un savoir-faire qui est quasi ancestral et puis l'innovation technique. Et le tout lié par une collaboration très forte entre les services. Le rapport insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs, avec leur side-by-side, côte à côte. C'est ça. Alors, on va essayer de suivre le parcours d'une pièce depuis l'étincelle créative jusqu'à la frappe finale. Oui, en passant par la recherche, la conception des outils, et le rapport donne des exemples assez concrets et même des témoignages des équipes. C'est ça qui est intéressant. Et on verra aussi que cette approche, eh bien, ça paye. 2022 a été une très grosse année pour eux. Ah oui, on parle quand même de 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et puis une reconnaissance internationale qui continue avec plus de 50 prix depuis les années 80. Pas mal. Bon, alors, entrons dans cette philosophie côte à côte. Comment ça se traduit concrètement chez eux? D'après les dirigeants Starsic et Mazinger Leopold, c'est vraiment le cœur du réacteur, si on peut dire. L'excellence vient de cette interaction fluide entre tous les maillons. Les différents départements? C'est ça, le marketing qui sent l'air du temps, la gravure qui transforme l'idée en art, la R&D qui innove, la fabrication d'outils qui crée les matrices, la préparation des coins qui fignole ces outils. La production qui frappe les pièces. Et la vente. Un vrai relais, en somme. Exactement, chaque étape est un passage de témoin. L'idée, c'est que chacun doit non seulement être bon dans son domaine, mais aussi comprendre et anticiper les besoins des autres. Ok, déroulons un peu ce fil. On commence par la gravure, là où l'idée prend forme. Le rapport dit qu'ils travaillent main dans la main. Oui, c'est le point de départ créatif. Ce qui est frappant dans les témoignages, c'est cet esprit d'équipe. Les designs sont vraiment discutés ensemble. C'est pas juste un artiste seul dans son coin. Non, pas du tout. Et les graveurs, ils se voient un peu comme des médiateurs entre l'idée artistique et la réalité technique. Helmut Wandexlinger, le chef graveur, le dit bien. Il faut toujours garder en tête la Technischen Machbarkeit. La faisabilité technique, logique. Oui, on ne peut pas juste faire un beau dessin. Il faut que ça puisse être frappé sur du métal, avec toutes les contraintes que ça implique. Concrètement, ça se passe comment? Le marketing arrive avec un thème, une idée. C'est ça. Et là s'engage un dialogue assez poussé avec la gravure pour affiner le design. Une fois que c'est validé par la direction, il crée le modèle, souvent en plâtre, encore aujourd'hui. Et c'est là que la connexion avec la fabrication d'outils devient essentielle. Le rapport donne plein d'exemples. Prenez la série Augen der Kontinent, les yeux du monde. Ah oui, les pièces avec les cristaux incrustés. Ça a dû être un casse-tête technique. C'en était un. Anna Rastl, une des graveuses, explique qu'il fallait prévoir une hauteur de sertissage hyper précise, un tout petit espace pour que le cristal tienne. Et comment ils ont fait? Eh bien, c'est la fabrication d'outils qui a trouvé la combine. Ils ont mesuré au micron près et ont réussi à concevoir une sorte de petit logement, une sous-structure, directement sur l'outil de frappe. Sans cet échange constant, l'idée... Elle restait juste une bonne idée. Voilà, c'est un super exemple de ce côte à côte en action. Il y a un autre exemple qui m'a frappé dans le rapport, c'est la série sur le langage des fleurs, Die Sprache der Blumen. L'idée de départ, c'était d'utiliser des empreintes de vraies fleurs. Ça paraît fou. Et ça l'était presque. Catherine Kunter, une autre graveuse, raconte ça avec humour. Au début, ils ont essayé avec une presse normale, puissante. Résultat, La fleur a explosé. pulvérisée, elle dit, comme tirée au canon sur des moineaux. Mais au lieu de laisser tomber, ils ont cherché. Et c'est quelqu'un de la fabrication d'outils qui a eu une idée. Laquelle? Ressortir une vieille presse manuelle qui traînait dans un coin. Et là, miracle, ça a marché. Parce qu'elle permettait d'appliquer juste la bonne pression tout en douceur. Incroyable. Ressortir une vieille machine pour innover. Et ensuite, il fallait numériser cette empreinte super fragile, j'imagine. Autre défi. Ils ont utilisé de la pâte à modeler, de la plastiline pour prendre l'empreinte. Mais la plastiline, contrairement au plâtre, ça brille un peu. Et ça gêne le scan laser. Exactement. Ça crée des reflets qui perturbent la numérisation 3D. Donc,
Là encore, il a fallu ajuster, trouver des parades, ensemble. Ça montre bien cette culture dont parlent les graveurs, où on peut dire là ça ne marche pas et où tout le monde cherche une solution. Pas de susceptibilité mal placée. Apparemment non. On se met un peu en retrait pour que le produit final réussisse, c'est l'idée. Et pour la série Fascination Universum, l'univers inexploré, avec ses formes dingues, bombées, creusées, comment ils ont abordé ça? Ah là, on touche à la frontière entre l'art et la science, clairement. Helmut Andexlinger explique qu'ils ont dû faire pas mal de recherches. Oui, Ils ont même consulté des experts extérieurs, comme un physicien théoricien, un certain Daniel Grumiller, pour être sûr de bien comprendre et représenter des concepts comme un trou-moi ou une étoile à neutrons. C'est pas rien, hein. waouh. Et après, comment transformer ça en pièces? C'est là que la fabrication d'outils intervient massivement, avec des logiciels de conception 3D très poussés. Et ils ont même utilisé l'impression 3D pour faire des prototypes. Des prototypes de pièces. Oui, pour que l'équipe puisse toucher, sentir le rendu tactile, ce qu'ils appellent la haptique, avant de se lancer dans la fabrication très coûteuse des vrais outils de frappe en acier. On sent bien que la gravure donne l'impulsion créative, mais que sans une R&D et une fabrication d'outils qui suivent et qui innovent aussi, Réalité resterait sur le papier. c'est clair. D'ailleurs, parlons de la R&D, recherche et développement. Le rapport dit qu'ils travaillent épaule contre épaule. Leur rôle, c'est quoi exactement? L'innovation pure? C'est ça, mais pas seulement. Explorer de nouvelles techniques, oui, mais aussi améliorer ce qui existe déjà et intégrer les aspects environnementaux, c'est important pour eux. Et ils dialoguent avec tout le monde, les autres services techniques, mais aussi le marketing, la gravure, Et celui qui dirige la R&D, Grégory Nitzer, il insiste sur quoi? sur l'importance de se mettre à la place des autres, comprendre les contraintes de la production par exemple, pour proposer des solutions qui marchent pour tout le monde. Le rapport mentionne leur rôle dans l'introduction de la couleur sur les pièces. C'est la tampographie, c'est ça? Oui, la tampographie. C'est une technique d'impression qui utilise un tampon en silicone, très souple, pour déposer de l'encre, même sur des surfaces qui ne sont pas plates. Et c'est la R&D qui a géré ça, hein. Oui, ils ont défini comment l'intégrer dans la chaîne de production, fait les prototypes et accompagné la mise en place pour la production de masse. Ils ont même adapté des machines apparemment pour pouvoir mettre jusqu'à 7 couleurs en une seule fois. Cette couleur, hein, c'est nécessaire pour quelle pièce par exemple? Pour la série Leuchtende Meereswelten, les mondes marins lumineux par exemple, ça demande beaucoup de nuances. Et les formes bizarres de la série Univers, ça a dû compliquer l'application de la couleur, non? Ah oui, carrément. Julia Missgunner de la R&D explique que c'est très difficile d'avoir une couleur bien uniforme sur une surface bombée ou creusée. Et la solution? Figurez-vous qu'ils sont allés jusqu'en Suisse, chez le fabricant de la machine de tampographie, pour tester et choisir le tampon parfait. Il y avait plus de 1000 options possibles. Le souci du détail. C'est ça. Ils vont loin. Et ils interviennent aussi quand il faut trouver des matériaux un peu spéciaux. Comme des pierres naturelles. Oui, par exemple, si une pièce doit intégrer une pierre ou un minéral, c'est la R&D qui rédige le cahier des charges techniques hyper précis, les tolérances de taille, de forme, puis ils cherchent les fournisseurs et travaillent avec le service achat pour lancer les appels d'offres. Et ils s'occupent même de l'emballage? J'ai lu qu'ils dessinaient des capsules spéciales pour ces pièces aux formes inhabituelles. C'est logique en fait. Une pièce ondulée ou bombée, elle ne rentre pas dans une capsule standard. Il faut la protéger, mais aussi la montrer. Donc oui, ils conçoivent des capsules sur mesure. Ce qui implique encore de la coordination. Énormément, entre la R&D, la gravure, la fabrication d'outils, le marketing, la production, les achats. C'est un travail d'équipe permanent. Pour rester à la pointe d'ailleurs, ils font beaucoup de veille techno. Salons, formations, conférences. Ok. Donc après la conception, la R&D, on arrive à la fabrication de l'outil physique qui va frapper la pièce. C'est l'étape pas à pas. Fabrication d'outils et préparation des coins. C'est ça. La fabrication d'outils reçoit le modèle numérique 3D de la gravure et à partir de là, ils utilisent des machines de très haute précision comme le fraisage laser pour usiner le coin. Le coin, c'est l'outil en acier qui a le motif en creux. Ou en relief, ça dépend. C'est l'outil en acier trempé qui va venir percuter le disque de métal vierge, le flanc, pour y imprimer le dessin. C'est une étape où la propreté et la précision sont absolument capitales. Et pour les formes complexes de la série Univers, ils l'ont fait comment concrètement? Alexander Sulzer et Ivan Beotik, de ce service, expliquent leur démarche. Ils partent des esquisses des graveurs, définissent les formes géométriques de base, puis ils jonglent avec plusieurs logiciels de CAO pour modéliser l'outil en 3D, Et les prototypes imprimés en 3D, c'était pourquoi déjà? pour tester le toucher, la fameuse haptique. C'est devenu une étape clé pour eux.
Et il n'hésite pas à consulter les anciens, comme Heinz Waldorsel qui a 30 ans de boîte. Son expérience est précieuse. Et tout est documenté très rigoureusement. On sent une bonne ambiance de travail, non? Ivan Botis dit un truc comme « Ce qui me plaît, c'est que quand on coince, on se met tous devant l'ordi et on cherche ensemble. Oui, ça ressort beaucoup. C'est cet alliage entre l'art et la technique. Mais attention, une fois que le coin est usiné, il n'est pas encore prêt à frapper. » Ah non, non. Qu'est-ce qu'il manque? Il passe à une étape cruciale, la préparation des coins, qu'ils appellent aussi die processing. C'est là qu'on apporte la touche finale, une touche presque artistique en fait. Et le rapport insiste sur deux sœurs, Monica Scharner et Andrea Zoles, qui font ça côte à côte depuis 32 ans. Oui, c'est une belle histoire. Et leur travail est hyper spécifique et surtout manuel. Ah, c'est fait à la main. En grande partie, oui. Elles reçoivent le coin brut qui sort de l'usinage. D'abord, elles le sablent avec de l'oxyde d'aluminium pour préparer la surface. Et ensuite vient le polissage. C'est là qu'elle crée les effets brillants ou mat. Exactement. Elles suivent un plan très détaillé fourni par les graveurs qui indique précisément quelles zones du dessin doivent être polies miroirs et lesquelles doivent rester mates ou satinées. C'est ça qui va créer les contrastes, le jeu de lumière sur la pièce finie. Et elles utilisent quoi comme outil pour faire ça? Plein de petites choses, des outils en bois, des pâtes à poulir spéciales, des feutres de différentes duretés, parfois même des outils qu'elles développent elles-mêmes. Elles travaillent du plus grossier au plus fin, et très souvent sous microscope à haute résolution. Ça t'a demandé une concentration et une main incroyablement stables. C'est clair. Monica Scharner a une jolie phrase là-dessus. Elle dit « Le travail manuel est le secret de tout ce qui est précieux. Aucune machine ne peut encore accomplir cela. » Elle parle d'une âme que seule la main humaine peut donner. C'est beau. Et ça montre l'importance de cette étape manuelle, même dans une industrie high-tech. Tout à fait. D'ailleurs, elles sont impliquées très tôt. Elles discutent avec les graveurs dès la conception pour voir comment obtenir certains effets, comme l'éclat d'une pierre précieuse, mais sans mettre de vraies pierres, juste par le polissage différentiel. C'est un vrai savoir-faire. Et j'imagine qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur, hein. Très peu. Si le polissage va trop loin, s'il abîme le relief, le coin est fichu, il faut recommencer l'usinage. C'est beaucoup de pression. Elles s'occupent aussi de l'entretien des coins, qui s'usent forcément avec les frappes répétées. Ils peuvent les repoulir un peu, leur redonner une seconde jeunesse. Bon, le coin est enfin prêt. On arrive à la production, l'étape pièce par pièce, la frappe. Voilà, le moment où tout se concrétise. Les coins, préparés avec tant de soin, sont montés dans d'énormes presses. Pour les pièces de collection, la pression peut atteindre 200 tonnes. C'est énorme. Et le moment clé, c'est la toute première frappe, la Probeprägung. Exactement. C'est un moment de vérité. Le rapport décrit cette scène où toute l'équipe se réunit autour de la première pièce sortie de la presse. Fabrication d'outils, marketing, gravure, production. Et il vérifie quoi? Tout. La netteté du dessin, la finesse des détails. Est-ce que le métal a bien rempli toutes les cavités du coin? C'est ça, l'Auspräggrad, le degré de frappe. Mais aussi les dimensions techniques, diamètre, épaisseur, est-ce que tout est conforme? C'est un contrôle qualité collectif en quelque sorte? C'est ça. Et trouver la bonne pression de frappe, c'est tout un art. Ah oui, pourquoi? Evelyn Kutsera et Michael Wiedhoffner, de la production, l'expliquent bien. Il faut frapper assez fort pour que le relief soit bien marqué, que tous les détails sortent. Mais si on frappe trop fort, On abîme le coin trop vite. oui, on réduit sa durée de vie. Et on risque aussi de créer des bords trop vifs, coupant sur la caisse. C'est donc un équilibre à trouver. Parfois, après cette première frappe, on décide de retoucher un peu le polissage du fond du coin pour améliorer le contraste entre le motif et l'arrière-plan. D'accord. Et la production en série ne commence qu'après le feu vert de la direction. C'est ça, une fois que tout le monde est satisfait du résultat de l'essai. Et pour les pièces spéciales, comme la série Univers, il y avait des défis particuliers en production? Oui, Michael Wiedhoffner explique qu'une simple frappe d'essai ne suffisait pas pour ces pièces complexes. Il fallait lancer des petites séries pilotes d'environ 2000 pièces Pour vérifier quoi? pour s'assurer que le processus était stable, répétable et surtout rentable. La règle chez eux, c'est qu'une paire de coins doit pouvoir frapper au moins 1000 pièces de qualité acceptable pour que ce soit viable économiquement. Et après la frappe, il y a encore l'étape de la couleur, si besoin, et l'emballage spécifique. Oui, toute une coordination logistique derrière. Et le rapport cite aussi un exemple sympa pour 2022, la pièce de 5 €, Démocratie. Oui, faite avec le cuivre du toit du Parlement autrichien. Belle histoire. Ça donne du sens. Et en volume, ça représente combien les pièces de collection en 2022? Presque 2,5 millions. 2,465 millions pour être précis.
C'est un beau volume. Absolument. Bon, après ce tour d'horizon du processus, parlons un peu du produit le plus célèbre de la Münze Österreich, la Philharmonique de Vienne, la Wiener Philharmoniker. Ah oui, l'ambassadrice, c'est vraiment le symbole de la monnaie autrichienne à l'international. Le choix du thème musical en 1989, c'était très malin. Pourquoi? La musique, c'est universel. Et l'Orchestre Philharmonique de Vienne, c'est une référence mondiale absolue. La pièce a été dessinée par Thomas Pessendorfer, qui était le chef graveur à l'époque. Et elle a été lancée dans un contexte un peu particulier, il me semble. Oui, tout à fait. C'était juste après les sanctions contre l'Afrique du Sud qui avaient rendu l'importation du Krugerrand, la pièce d'or sud-africaine, très compliquée, voire interdite dans certains pays. Du coup, l'Autriche a vu une opportunité. Exactement. Proposer une alternative européenne, une pièce d'investissement en or très pure. Et quelles sont ses caractéristiques principales? Alors, d'abord sa pureté exceptionnelle, 999,9 millième d'or fin, soit 24 carats, c'est de l'or pur. Elle a été lancée en 1989 en format 1 once, environ 31 grammes, et 1 quart d'once. Et d'autres formats ont suivi? Oui, 110 onces en 91, 12 onces en 94, et même une toute petite, 1/25e d'once en 2014. Et aujourd'hui, elle existe aussi en argent et en platine, et ces versions marchent très bien aussi. Mais le design, lui, il n'a jamais changé. Non, il est devenu iconique. Côté face, l'averse, on a le grand orgue de la salle dorée du Musikverein de Vienne, c'est là que joue l'orchestre, avec les inscriptions République Austricia, la valeur faciale, le poids, la pureté et l'année de frappe. Très classique. Et au revers? Là, on a une composition d'instruments emblématiques de l'orchestre. Un violoncelle au centre, entouré de violons, d'un cor viennois, d'un basson et d'une harpe, avec l'inscription Wiener Philharmoniker au-dessus. C'est un design très reconnaissable et elle a une particularité unique au monde, non? Oui, depuis le passage à l'euro en 2002, sa valeur faciale est libellée en euros. C'est la seule pièce d'investissement en or, dite bullion, au monde dont la valeur faciale est en euros. Avant 2002, c'était en shillings autrichiens. Et niveau commercial, c'est un succès qui dure? Oh que oui, un succès énorme et constant. Dès 1990, un an après son lancement, elle était numéro 1 des ventes en Europe. Le World Gold Council l'a même désignée pièce d'or la plus vendue au monde plusieurs fois dans les années 90. Impressionnant. Elle reste une référence absolue sur le marché de l'or d'investissement, surtout en Europe, mais aussi au Japon et en Amérique du Nord. Et les chiffres de 2022 le confirment. Absolument. Pour l'or, ils ont vendu plus d'1 million d'onces, ce qui représente plus de 2 millions de pièces individuelles. Ça a généré presque 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires, juste pour la Philharmonique en or. Waouh. Et en argent? Très fort aussi. 12,3 millions d'onces vendues pour environ 272 millions d'euros de chiffre d'affaires. On comprend mieux les excellents résultats financiers de 2022 dont on parlait au début. On peut peut-être résumer la performance globale de l'entreprise cette année-là? Oui, 2022 a vraiment été une année exceptionnelle pour la Münze Österreich. Le chiffre d'affaires total a atteint 3,72 milliards d'euros contre un peu moins de 3 milliards en 2021. C'est une belle progression. Et les bénéfices? Ils ont suivi. Résultat d'exploitation à 95,8 millions et bénéfice net à 97,5 millions. Là aussi, en nette hausse par rapport à l'année précédente. Et la raison principale de cette performance record, c'est? C'est très clair dans le rapport Husser, c'est la demande extrêmement forte pour l'or d'investissement, les philharmoniques, mais aussi les lingots qu'ils produisent. Le contexte mondial a joué. Énormément. La persistance de la pandémie, le début de la guerre en Ukraine, l'inflation galopante, tout ça a poussé beaucoup de gens à chercher des valeurs refuges. Et l'or en est une traditionnelle. Donc, l'or d'investissement, c'est vraiment le gros moteur de l'activité. C'est le moteur principal, de loin, en termes de chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas oublier les autres activités. Les pièces de collection ont aussi bien marché en 2022, avec 38,2 millions d'euros. Et l'activité pour d'autres clients, le B2B? Ça aussi, ça a été dynamique. Ils fournissent des flancs, ces disques de métal vierge, à d'autres monnaies. Et ils frappent aussi des pièces de circulation ou de collection pour d'autres pays. C'est une partie importante de leur business. D'accord. Et au-delà des chiffres, le rapport met aussi l'accent sur les engagements de l'entreprise, n'est-ce pas? Qualité, environnement.
Oui, c'est un point important pour eux. Ils rappellent leur certification, comme l'ISO 9001 pour la qualité qu'ils ont depuis 2001. Et ils insistent sur leurs efforts environnementaux avec des actions concrètes. Éclairage en LED, distributeur d'eau pour réduire les bouteilles plastiques, moins de papier. Ils ont aussi des démarches d'amélioration continue? Impliquer les employés. Ils mentionnent aussi le lean management et bien sûr la santé et la sécurité au travail, avec un système certifié, un suivi médical, des actions sur l'ergonomie des postes. Et la gestion des risques, hein. Dans ce secteur, ça doit être primordial. Fondamentale, surtout les risques financiers liés aux fluctuations des prix des métaux précieux et des taux de change. Ils expliquent avoir une gestion systématique de ces risques, avec des couvertures financières. Et pour faire tourner toute cette machine, combien de personnes travaillent à la Münzösterreich? En 2022, ils comptaient environ 192 employés permanents. Et ils font aussi appel à du personnel intérimaire pour gérer les pics d'activité, pour avoir plus de flexibilité. D'accord. Et au moment où ce rapport 2022 est sorti, quelles étaient leurs perspectives pour 2023? Ils étaient assez prudents. Ils s'attendaient à ce que la demande folle d'or d'investissement de 2022 se calme un peu. Logique, les années records ne durent pas éternellement, mais ils restaient confiants sur le fait de maintenir un résultat positif. Et ils annonçaient déjà le programme de collection 2023? Oui, avec de nouvelles pièces innovantes. Par exemple, une pièce en argent niobe sur le thème du réchauffement climatique, ou encore une nouvelle pièce dans la série Univers sur les étoiles à neutrons, cette fois en argent. Ils continuent sur leur lancée d'innovation. Bon, si on essaye de conclure cette exploration de la Münzösterreich, ce qui ressort vraiment, c'est cette synergie, hein, ce mélange constant. Oui, c'est vraiment ça. Un mix entre la tradition séculaire, on l'a vu avec le polissage manuel des coins qui donne cette âme, c'est cette culture de la collaboration, ce fameux côte à côte, ce passage de témoins permanent entre les services. C'est ça qui leur permet visiblement non seulement de faire des pièces de très haute qualité, Mais aussi de continuer à innover, à surprendre. Et les exemples des fleurs pressées ou des formes de l'univers, c'est assez parlant. ça montre bien comment une idée un peu folle au départ peut devenir une réalité concrète quand la créativité, la technique et l'esprit d'équipe fonctionnent main dans la main à chaque étape. C'est clair. Leur succès repose sur cette maîtrise du tangible, du métal, de l'art, de la technique. Mais ça soulève une question pour l'avenir, non? Dans un monde qui se dématérialise de plus en plus, Oui. quelle pourrait être la prochaine frontière pour cet art monétaire? Est-ce que la valeur, l'attrait resteront toujours aussi fortement ancrés dans cet objet physique, dans ce savoir-faire très matériel, ou est-ce qu'on pourrait imaginer l'émergence de formes nouvelles? Des formes hybrides peut-être, mêlant le physique et le numérique. Par exemple, sans trahir l'essence de la pièce comme objet d'art et de valeur, mais en l'ouvrant à d'autres